Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir vous rejoindre, au moins virtuellement, mes bons amis aussi du Luxembourg. Et alors, la question qu'on m'a posée aujourd'hui, c'est comment reconstituer l'anatomie, le mode de vie des reptiles marins. Alors, une vaste question, évidemment, surtout qu'ils sont quasiment tous morts. Ce sont des groupes qui ont disparu, ont été amenés à l'extinction il y a des dizaines de millions d'années, souvent. Et donc, ce qu'il nous reste, ce sont leurs fossiles. Et les fossiles, c'est quoi? C'est souvent les parties qui sont solidifiées à l'intérieur du corps de ces animaux qui vont se préserver, c'est-à-dire les os. Et on va justement voir comment on va réussir à décortiquer l'anatomie de ces animaux-là pour en avoir la meilleure représentation, la meilleure inférence possible de ce qu'ils pouvaient faire dans les écosystèmes. Et pour ça, notre histoire, elle commence, il faut remonter très très loin dans le passé, on va remonter il y a un peu plus de 250 millions d'années. Pourquoi on remonte jusque-là? Parce qu'en fait, avant ça, on ne trouve pas beaucoup de reptiles marins. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui n'existe pas. Et pourtant, à l'époque des dinosaures, on en trouve vraiment beaucoup. Alors, on va justement voir comment c'est possible. Et il faut remonter à un moment bien particulier, à la fin de ce qui s'appellera après le Paléozoïque. Se déverse sur la Sibérie une immense quantité de basalte, des roches magmatiques qui sortent de la croûte terrestre, qui vont se répandre sur une bonne partie de la Russie. La carte est en russe. Si vous pouvez voir la ligne bleue comme ça qui entoure, il est mis en dessous la légende, c'est la grande province des trappes de Sibérie. C'est cette immense quantité de basalte qui est sortie de façon assez rapide il y a 252 millions d'années proches au niveau de la Sibérie et les régions avoisinantes. Ça, c'est ce qui nous reste maintenant, mais on estime que le volume qui est totalement sorti est encore plus grand que ça. Ce sont des millions et des millions de mètres cubes, et en surface, la quantité de basalte qui est sortie à ce moment-là aurait pu recouvrir 2 fois l'Europe. C'est vraiment la taille et l'ampleur de ce phénomène qui s'est passé à ce moment-là. Évidemment, ces laves qui vont sortir vont avoir un effet sur les écosystèmes locaux, ils vont être cuits. Mais l'effet le plus important, c'est au niveau du dégazage. Quand des basaltes vont sortir, on a plein de gaz qui sont en même temps éjectés dans l'atmosphère, des gaz à effet de serre, ce qui va avoir pour effet de modifier fortement les climats, mais aussi des gaz avec du soufre, ce qui va amener énormément de pluie acide. Et l'ampleur de ce phénomène est telle, et si on la couple avec d'autres phénomènes en cours, à ce moment-là, comme une position vraiment étrange des continents, le fait qu'il n'y ait pas des masses de glace proches des pôles, etc., fait que cet événement va lancer une immense extinction. On va perdre en très peu de temps, on estime entre à peu près 180 000 ans, c'est vraiment rapide à l'échelle des temps géologiques, plus de 90% de la biodiversité animale. On a perdu l'essentiel des espèces animales qui vivaient sur Terre durant cet événement. Et finalement, ce sera la plus grande extinction de masse de tous les temps. Il y a d'autres extinctions de masse qui ont rythmé l'histoire de la vie animale, mais on pense que celle-là, il y a 252 millions d'années entre le Paléozoïque et le Mésozoïque, est la plus importante qui ait jamais touché la Terre et les animaux. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce que peu de temps après, dans les couches de roches juste après, on va retrouver des choses comme ça. Alors, ce n'est pas facile à interpréter. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une roche marine et on a un fossile dedans. Ce fossile, c'est le palais, la partie intérieure du crâne, d'un reptile. Un reptile qui a des drôles de dents. Les grandes zones noires que vous voyez, ce sont des dents. Et ça ressemble à ça. J'en ai ici un moulage. Vous voyez des dents comme ça, de grosses dents plates. Si on regarde cet animal, voilà à quoi ça ressemble, son crâne, voilà ici des reconstructions. C'est une sorte de reptile, vraiment un reptile étrange, celui-là on appelle un placodonte, qu'on retrouve systématiquement dans des roches marines et qui lui a évolué des dents très plates pour arriver, on pense, à sortir des coquillages et à les broyer. Il va aller manger des huîtres, etc., des coquillages comme ça, assez plats qu'il va pouvoir écraser et avaler l'animal. Et on retrouve en fait au même moment, dans plein de couches de roches aux différentes parties du monde, toute une série de drôles de reptiles qui se retrouvent maintenant en milieu aquatique, avec des morphologies tout à fait bizarres parfois, et qui vont donc devenir des prédateurs marins, de ce qu'on va appeler des reptiles marins. Et donc c'est une période vraiment bizarre, cette période des dinosaures, ce qu'on appelle le Mésozoïque dans l'histoire de la Terre, c'est que pour la première fois, ce n'était jamais arrivé avant, et ça ne va plus vraiment être le cas après non plus,
on a des dizaines de lignées de reptiles qui sont aquatiques et qui vont occuper les positions de petits, de grands, de géants prédateurs dans les écosystèmes marins. Donc, les écosystèmes marins, à ce moment-là, vont être rapidement régulés par toute une série de reptiles. Et c'est vraiment un phénomène extrêmement important parce qu'on estime qu'il y a plusieurs dizaines de lignées, de groupes indépendants de reptiles qui étaient terrestres, qui, après l'extinction de masse, vont envahir le milieu marin et devenir des prédateurs aquatiques. Les plus connus, ce sont ceux que je vous ai mis en couleur ici. Donc, ce sont les maîtres des océans, on va dire, de la période essentiellement du Jurassique et du Crétacé. Ce sont ceux qu'on connaît le mieux. Vous allez avoir, j'ai mis ici en mauve, des crocodiles, des crocodiliformes qui sont aquatiques. On les appelle les thalattosuchiens. On va avoir dans les couleurs rouge, rose ici, les mosasaures qui sont un peu plus tardifs. Ce sont plutôt un groupe du Crétacé qu'on va notamment retrouver en Belgique. On va avoir ici en orange les plésiosaures, qui sont des animaux extrêmement bizarres avec un très long cou, des grandes nageoires. Je pense que si vous avez vu la présentation, la conférence précédente de Peggy Vincent, elle a dû sûrement vous en parler de façon excellente. Et alors, en vert, vous allez avoir le groupe que je préfère, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, ce sont les ichthyosaures. Et c'est vraiment un phénomène important parce que quand on essaie de reconstituer la diversité totale de ces groupes-là, c'est toujours impossible puisqu'il nous manque plein de fossiles. On n'a pas toutes les espèces qui sont fossilisées. On peut utiliser des méthodes pour essayer de reconstituer la diversité, comme j'ai fait dans ce graphique-là. Eh bien, malgré ces problèmes de fossilisation, ça nous suggère, ce genre de méthode que j'ai pu appliquer, que ces reptiles-là étaient au moins aussi, voire plus diversifiés que les mammifères marins actuels. Donc, si je prends les dauphins, les baleines, les otaries, etc., ça fait un certain nombre d'espèces, eh bien, on peut penser que les reptiles, durant certaines parties du Mésozoïque, étaient plus diversifiés, avec encore plus de sortes, plus d'espèces, donc ils occupaient plus de place dans les écosystèmes que les mammifères actuellement en milieu marin. Et ça, c'est quasiment terminé. Actuellement, on a très peu de reptiles marins. Il nous en reste quelques-uns. La plupart, ce sont les tortues, les serpents. Il y a beaucoup d'espèces de serpents marins. Et la plus impressionnante, en tout cas la plus intéressante, je trouve, c'est une sorte d'iguane, une espèce d'iguane qui est un iguane marin qu'on appelle Amblyrhynchus cristatus. Vous avez ici une photo et le crâne, un modèle 3D de son crâne. Et ce qui est amusant, c'est qu'avec l'évolution de cette espèce-là, on retrouve à peu près les mêmes mécanismes qui ont pu arriver à nos reptiles marins du Mésozoïque. On va voir que son corps devient aplati, la queue est plate, ce qui permet de se déplacer dans l'eau en ondulant. Il va aussi avoir des zones ici près des yeux. Nous avons des petites glandes roses. Quand on pleure, c'est par là que ça sort. En fait, c'est pour ça que les larmes elles sont salées. C'est une façon pour nous d'évacuer le sel en pleurant. Et ces animaux-là, l'iguane marin, mais aussi les ichthyosaures, les crocodiles marins, avaient d'immenses glandes à sel. Donc, en fait, ce sont des animaux qui pleuraient tout le temps. Pas parce qu'ils étaient tristes, mais parce que tout ce qu'ils mangeaient était rempli de sel, et donc il fallait évacuer ce sel. Et donc, on a, chez cette forme-là, déjà certains indices qu'il devient de plus en plus aquatique. Peut-être va-t-il continuer son histoire et que d'ici 10-20 millions d'années, on aura de gigantesques iguanes marins, ou peut-être que ça va s'arrêter là, c'est difficile à dire. Et maintenant, après cette introduction, on va pouvoir à nouveau parler justement de comment arriver à reconstituer ces bestioles qui sont totalement mortes et comment est-ce qu'on peut avoir une bonne idée fidèle de ce qu'ils peuvent faire dans les écosystèmes, quelles étaient leurs capacités. Et pour ça, je vais me concentrer sur les ichthyosaures et même sur un ichthyosaure en particulier qu'on retrouve énormément dans les sédiments, notamment au Luxembourg. C'est celui-là qui est ici en image, en photo et en reconstruction, c'est Stenopterygius. Alors, on va vraiment s'intéresser aux ichthyosaures et en particulier à ce groupe-là et voir comment on arrive à décortiquer les informations paléontologiques qui sont encore présentes. Donc voilà le plan pour la conférence d'aujourd'hui. On va passer pas mal de temps sur les indices anatomiques. Qu'est-ce qu'on arrive à repérer sur la forme des os, l'agencement des os de leur squelette. Et en même temps, coupler ça avec un peu de mécanique de la physique, c'est-à-dire voir comment, effectivement, telle forme de membre peut en fait réagir et être une rame efficace ou comment est-ce qu'ils vont pouvoir se déplacer, etc. Et ensuite, une plus petite partie sur ces méthodes un peu plus de pointe, je vais dire, qu'on utilise notamment dans mon laboratoire, c'est-à-dire avec des scans 3D, alors des tests aussi, une série de tests statistiques sur ordinateur. Donc, on va commencer ici avec les indices anatomiques. Et pour vous situer globalement, où est-ce que ça se situe, les ichthyosaures? C'est un groupe totalement éteint de reptiles
Et on pense, mais c'est parfois débattu, mais il n'y a personne qui est sûr encore, malheureusement, c'est que le seul groupe qui est proche des ichthyosaures qui vit encore maintenant, ce sont les tortues. Mais ils ne ressemblent pas du tout, ils se sont séparés il y a très très longtemps, donc en regardant une tortue, on n'a pas vraiment beaucoup d'indices sur comment pouvait fonctionner un ichthyosaure, donc ça ne nous aide pas beaucoup. On doit vraiment analyser les fossiles pour bien les comprendre. Alors les gens, parfois difficile de définir les ichthyosaures. Et donc dans un article récent de la BBC, ils les ont définis comme étant un, un fossile de dauphin, dinosaure, dragon de la mer. Et c'est vrai que finalement, si on met tout ça ensemble, c'est une assez bonne définition d'un ichthyosaure, mais c'était un peu alambiqué, on va dire ça. Et donc, pour vous présenter les différentes parties de la morphologie des ichthyosaures et comment on arrive à les utiliser pour voir comment elles fonctionnaient, on va finalement voir ce que moi j'aime bien appeler les super pouvoirs des ichthyosaures. C'est-à-dire quelles sont les différentes parties de leur anatomie et qui sont particulières, adaptées à la vie marine et quel sens on peut donner à tout ça. Donc, on va commencer avec le premier. Ce qui est vraiment particulier quand on regarde de très très loin un ichthyosaure, c'est un reptile normalement. Il ne ressemble pas à un reptile. Les premiers fossiles d'ichthyosaures ont été mal interprétés. On pensait que c'était des salamandres. On pensait que c'était, il y a très longtemps, hein, on pensait que c'était une sorte d'être humain bizarre qui était aquatique. C'est passé par toute une série de choses pour finalement se dire non, ce sont des reptiles totalement transformés. Ils ont un corps qui est en forme de torpille, vraiment une forme qui est idéale, qui est parfaite pour aller se déplacer très très vite dans l'eau. Et une des façons qu'ils ont réussi d'avoir cette forme-là, c'est par la forme de leur crâne. Le crâne des ichthyosaures est étrange, on parlera des yeux tout à l'heure, ils ont des yeux immenses, mais aussi parce qu'ils ont à voir les parties de leur museau. Donc ici à l'avant, en avant du nez, on a des os ici sur lesquels on a des incisives. Les ichthyosaures vont avoir ces os-là qui sont extrêmement allongés pour faire un très très long museau qui est fin. Et ça, en fait, ça sert vraiment à percer l'eau, à transpercer les masses d'eau et à empêcher qu'il y ait des turbulences. Donc ça permet à l'animal de nager très vite sans qu'il y ait des petits courants derrière qui le ralentissent. Un autre élément bizarre de leur anatomie, c'est la morphologie de leurs vertèbres. Nous avons des vertèbres assez compliquées. Si vous pliez le dos comme ceci, et vous mettez la main au milieu, vous allez sentir des petites pointes comme ça. Ça, ce sont des parties de nos vertèbres, c'est la partie du dessus, on appelle les épines neurales. Et derrière ça, on a une vertèbre qui va être un gros disque avec des pointes qui sortent pour les côtes. Les ichthyosaures, en fait, vont très, très fortement simplifier leurs vertèbres et elles vont ressembler à des disques. J'en ai une ici, d'ailleurs, qui vient du Luxembourg. C'est d'ailleurs un élément d'une nouvelle espèce d'ichthyosaure qu'on décrit avec Ben en ce moment. Vous voyez à quel point ça ressemble simplement à un disque. C'est une vertèbre cervicale, ça vient de la fin du cou ici, et ça ressemble simplement à un disque creux. Dans ce creux, il y avait du cartilage, ce qui permet à l'animal en fait, d'avoir tous ces disques qui sont emboîtés, avec un petit peu de cartilage pour absorber les chocs, et d'avoir une colonne qui est vraiment extrêmement rigide, qui peut un petit peu se plier, se tourner, mais pas tant que ça. Donc, on a vraiment une forme rigide de torpille qui peut aller comme ça très très vite dans l'eau. Là, vous voyez sur l'écran aussi, c'est une espèce que j'ai décrite il y a quelques années, qui en plus de ça va même avoir la forme des vertèbres qui fait des vaguelettes comme ça, ce qui empêche en fait les vertèbres de tourner les unes sur les autres, donc elles sont vraiment fixées les unes sur les autres, et pour encore une fois améliorer la vitesse de nage et la puissance déployée. Cette forme du corps, elle est donc due à la forme des os. On a vu les vertèbres, on voit ces disques comme ça qui se suivent, on voit la forme du crâne, mais également grâce à ce qu'on appelle en paléontologie des vertébrés, les parties, et pas que les vertébrés d'ailleurs, les parties molles, c'est-à-dire comment la peau, les muscles vont s'agencer. Donc, dans certains cas, heureusement, on a des fossiles qui sont extrêmement bien préservés et qui vont donc maintenir une impression, l'impression de la peau et des muscles de certains spécimens. C'est très rare, mais ça arrive. Ce qui nous permet de voir que pour les ichthyosaures, comme chez Stenopterygius, notre modèle d'aujourd'hui, en plus d'avoir ces adaptations de la forme du corps, on a des grandes nageoires qui vont ressembler très fort aux nageoires qu'on va retrouver par exemple chez les requins. Ils sont aussi des nageurs très rapides. On va avoir une nageoire qu'on appelle dorsale, qui se trouve vraiment au milieu du dos, à une position qui est aussi similaire à ce qu'on va retrouver chez les dauphins, chez les orques polars, chez les requins. Et aussi une grande nageoire caudale à la fin, qui a une belle forme de croissant de lune, qui est aussi vraiment une forme extrêmement bien adaptée pour nager vite. Et on voit que en fait, cette partie-là de la nageoire, elle est supportée par les os. Vous voyez, si vous suivez les vertèbres vont plonger un moment. Ça, c'est la fin de la colonne vertébrale qui va maintenir le lobe en dessous, ventral de la nageoire, et le reste est tenu par du cartilage.
Ça aussi, c'est une forme qui ressemble au requin, ou alors à 90 degrés qui ressemble aussi à celle des dauphins. Et ça permet à l'animal d'avoir une nage qui est vraiment extrêmement rapide. On sait maintenant, grâce à la forme de leurs vertèbres et de leurs nageoires, que les ichthyosaures avaient une nage qu'on va appeler tuniforme. C'est une nage comme les poissons extrêmement rapides qu'on appelle comme les thons, par exemple, où la tête de l'animal reste tout à fait droite, et c'est uniquement la partie de la queue comme ça qui va osciller derrière, ce qui permet à l'animal de vraiment percer l'eau et aller extrêmement vite. À l'inverse des formes plus primitives, comme on peut voir sur la gauche ici du graphique, les tout premiers ichthyosaures, eux, étaient plus allongés. Ils devaient onduler un peu comme une anguille pour aller dans l'eau. Et alors, l'évolution a sélectionné des formes qui vont avoir la tête toute droite et qui vont pouvoir se déplacer extrêmement rapidement avec des oscillations de la nageoire caudale. Et si on peut faire des tests en regardant simplement la forme de ces nageoires, eh bien, on peut essayer de reconstruire par des méthodes, par des calculs de la physique et des mathématiques, quelles pouvaient être les vitesses que pouvaient atteindre les ichthyosaures. Et donc, ce sont des calculs qui ont été faits déjà quelques années maintenant, et on sait que la vitesse de croisière, donc pas d'accélération maximum, mais la vitesse de croisière de ces ichthyosaures comme Stenopterygius était similaire aux poissons très rapides dans nos écosystèmes, c'est-à-dire comme les thons ou les marlins rayés. Vous voyez là une image de marlin, ce sont des poissons qui ont un très très long museau, qui sont extrêmement rapides, parfois tellement rapides qu'ils s'encastrent dans des bateaux. Il y a leur tête qui passe à travers, tellement qu'ils sont rapides, ils ne savent pas freiner. Et on sait aussi qu'en comparant la forme du corps, eh bien, les ichthyosaures étaient, on pense, de 2 à 3 fois plus rapides au niveau de leur nage vraiment de tous les jours. Donc, quand ils ne sont pas stressés, quand ils ne doivent pas accélérer, leur nage de croisière est extrêmement rapide, même par rapport à d'autres reptiles marins. Donc, c'est vraiment un groupe de reptiles tout à fait bizarre qui est extrêmement rapide, plus rapide que les autres reptiles marins qu'on pourrait trouver dans les écosystèmes. Ils ne sont pas aussi rapides que certains dauphins, parce que la particularité des dauphins, c'était d'être des mammifères, et donc avoir un métabolisme plus élevé, donc d'avoir plus d'oxygène qui est amené aux muscles, donc de pouvoir développer plus de puissance. Un autre super pouvoir des ichthyosaures, c'est leur peau. Leur peau, elle est extrêmement épaisse et on sait aussi, parce qu'elle a été retrouvée dans plusieurs fossiles maintenant, qu'elle est toute lisse. Donc, ils ont totalement perdu leurs écailles. Ils ont une peau vraiment lisse et aussi extrêmement solide. On a retrouvé des spécimens absolument bien conservés. On voit que la peau, elle est constituée, comme c'est mis à la partie droite ici, de toute une série de couches d'éléments qui ont des sortes de lignes un peu solides, comme ça donne une peau qui est très dure. Si on appuie dessus, on ne sait pas rentrer son doigt dedans, il est vraiment très solide et aussi légèrement élastique. C'est-à-dire que quand l'animal fait un mouvement, il n'a qu'à relâcher ses muscles et ça revient dans la position de base. C'est grâce à cet agencement de fibres épaisses dans la peau. On sait aussi, grâce à des fragments de peau extrêmement bien préservés, que les ichthyosaures avaient donc des colorations. On a retrouvé notamment dans les parties au-dessus, je vais vous expliquer pourquoi, des mélanosomes, donc des parties qui donnent une couleur foncée à la peau, pas partout, et même une couche de gras. Ce qui n'était vraiment pas évident, on ne pensait pas que c'était le cas pour des reptiles. En général, les reptiles ne sont pas très gras. Et bien, les ichthyosaures, oui, ils avaient une couche de gras qui leur permettait encore d'avoir une forme plus ronde, plus bombée, vraiment toute lisse, qui donc permet mieux de glisser sur l'eau. Et on sait, grâce à ces fragments de peau préservés, que le dos des ichthyosaures, en tout cas de certains ichthyosaures, comme Stenopterygius, va être foncé et le ventre sera plus clair. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas étonnant, parce qu'on le retrouve dans énormément d'animaux marins. C'est une technique en fait de camouflage pour notamment les prédateurs. Pourquoi est-il en milieu marin? Parce que si vous avez l'ichthyosaure, s'il est au-dessus de vous, donc vous regardez au-dessus, c'est-à-dire vers le soleil, donc, au-dessus, l'océan est clair, et donc l'animal est clair, donc on ne le voit pas facilement. Si l'ichthyosaure est en dessous de vous, vous regardez vers le bas, là où l'océan est foncé, et bien là, son dos est foncé, donc on ne le voit pas non plus. Donc, cette façon d'avoir le dos foncé, le ventre blanc, c'est vraiment pour se camoufler, soit des proies qu'on va aller chasser, soit d'autres prédateurs qui pourraient venir chasser les ichthyosaures, et il y en avait quelques-uns aussi. Et donc ça, cette forme du corps et la peau qui est préservée nous donne vraiment beaucoup d'indices d'un phénomène qu'on appelle la convergence évolutive. C'est-à-dire que les ichthyosaures vont finalement ressembler dans pas mal d'aspects, pas tous, mais dans pas mal d'aspects, à la forme et à même la texture, la forme de la peau des dauphins, par exemple. Un autre élément qui est important pour nager efficacement et que les ichthyosaures vont développer de façon extrêmement particulière, c'est de modifier la forme de leurs bras.
Rappelez-vous, ce sont des reptiles, donc normalement, leur origine, elle est terrestre. Ce sont des animaux terrestres qui se sont transformés pour être des animaux aquatiques. Et ce qui va se passer durant leur évolution, c'est qu'ils vont en fait perdre la capacité d'avoir des flexions dans leurs membres. Les animaux terrestres ont l'épaule, le coude, le poignet et les doigts qui sont mobiles pour arriver à supporter leur poids, à marcher, etc. Les animaux marins, et singulièrement les ichthyosaures, vont en fait perdre à la fois le coude et le poignet. Ces articulations vont disparaître et pour donner en fait un membre qui est totalement droit et inflexible, ce qui permet de donner plus de puissance. C'est comme si vous aviez une rame. Si votre rame elle est un petit peu molle, même si vous mettez beaucoup de force, et si elle se plie comme ça ne sert à rien. Si vous avez beaucoup de force dans votre rame et qu'elle est bien solide, vous pouvez envoyer beaucoup de force et donc vous propulser grâce à ça. Donc, vous voyez comme ça ici, dans la partie à droite en bleu, une série d'ichthyosaures de plus en plus transformées, de plus en plus évoluées, je dirais, qui vont montrer la perte de ces articulations, qui vont avoir donc transformé leurs membres en une sorte d'agrégat avec plein d'éléments osseux, tous collés les uns sur les autres. Donc, je vous ai mis ici le maximum de ça, c'est un groupe qu'on va retrouver durant le Crétacé, qu'on appelle ici c'est Platypterygis. Vous voyez, je vous ai mis en comparaison avec un bras humain. Vous voyez que tout est ramassé. Donc, la partie de l'humérus, donc la partie ici qui vient de l'épaule jusqu'au coude, est assez réduite, mais ce qui est encore plus réduit, c'est la suite. Donc, ici, la partie du bras entre le coude et la main va se réduire à deux petits os extrêmement épais. Et les os de la main vont aussi tous fusionner, enfin pas fusionner, mais s'unir et devenir plein de petits éléments. Et alors, ce qui est particulier, c'est que les ichthyosaures vont, pour avoir des rames extrêmement larges et solides, ils vont multiplier le nombre de phalanges. Donc, ils vont avoir non pas comme nous 3 phalanges par doigt, mais certains vont en avoir 20, 25, des doigts très longs, qui sont tous fixés comme ça les uns sur les autres. Et en plus, ils vont aussi multiplier leur nombre de doigts. Certains ichthyosaures vont avoir 8, 9 doigts par main. Ils vont avoir plein de doigts en plus qui sont pleins de rayons, comme ça, plein d'éléments, des petits carrés comme ça l'un à côté de l'autre, ce qui donne une rame extrêmement solide et puissante aussi. Et la puissance, elle vient d'où? Elle vient de l'humérus. Vous avez ici un scan 3D d'un humérus qui fait partie de ce même ichthyosaure qu'on est en train de décrire avec Ben. D'ailleurs, je l'ai ici, il est pas et je l'ai numérisé là pour vous. Ce que vous voyez, c'est un élément qui est extrêmement ramassé. Et ce qu'on voit ici, ce que j'ai indiqué avec des flèches, sont des grosses protubérances. Comme ça. On voit ici, là. Ça, ce sont des attaches musculaires. Et donc, on voit, grâce à ça, on peut arriver à dire que comme cet animal a de très grosses attaches musculaires, eh bien, il avait de puissants muscles qui se connectaient à l'humérus, donc vraiment des pectoraux extrêmement développés et aussi des dorsaux qui permettaient donc de faire les mouvements comme ça très forts de ces nageoires toutes plates. Donc des animaux finalement qui vont transformer très fort leurs membres, mais qui vont y donner énormément de puissance également. Un autre aspect qui va devenir important quand ces animaux deviennent à ce point-là adaptés au milieu marin, c'est qu'il leur est très difficile de venir pondre à nouveau sur la terre ferme. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos d'une tortue qui vient pondre. C'est beau, mais c'est triste à voir. Comme ça lui prend des heures à avancer dans le sable, c'est terrible. Elle fait un petit trou, elle met les œufs, puis elle s'en va. Les ichthyosaures ne savaient pas faire ça. Ils étaient tellement transformés que s'ils venaient sur la plage, ils allaient s'écraser, leurs poumons allaient s'écraser, ils ne sauraient plus respirer. Et donc, ils ont évolué de façon concomitante à toutes ces adaptations, ce qu'on va appeler pour les reptiles l'ovoviviparité, c'est-à-dire qu'ils vont donner naissance à des bébés qui, dès le moment où ils vont sortir de la maman, ils sont prêts à sortir, ils vont remonter et respirer à la surface. Mais ils ne sont pas vraiment vivipares comme des mammifères. On appelle ça ovovivipare, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un œuf qui se forme dans la maman, mais c'est un œuf en cuir, il n'est pas minéralisé, et il va se déchirer dans le ventre de la maman, l'embryon va sortir de l'œuf, et puis sortir de la mère pour aller respirer. Donc c'est vraiment comme ça la séquence, c'est ce qu'on appelle l'ovoviviparité, ce qui permet de ne plus devoir pondre les œufs dans un terrier ou dans une cavité dans le sable, par exemple. Les ichthyosaures n'étaient pas des parents attentifs. On pense que ce sont un groupe d'animaux qui vont en fait avoir beaucoup de jeunes. Donc, on sait par certains fossiles que certaines mamans ichthyosaures vont avoir jusqu'à 8 embryons en même temps. Souvent de petite taille, c'est-à-dire les animaux qui font ça vont en fait avoir beaucoup de jeunes juvéniles et ne pas s'en occuper.
Ils vont les laisser se débrouiller, ils vont aller peut-être dans des récifs se cacher jusqu'à devenir grands et puis également chasser, se reproduire. Il y a d'autres reptiles marins, on pense que c'est l'inverse. Les plésiosaures, certains plésiosaures en tout cas, ont un bébé seulement de très grande taille. Donc on pense souvent dans ces groupes-là qu'il y a aussi une sorte d'instinct parental. C'est difficile à dire évidemment, mais en tout cas ça peut être un indice aussi de ça. Un autre super pouvoir des ichthyosaures qui est aussi assez surprenant, quand on connaît la morphologie en général des reptiles, ce sont les yeux. Et alors là, c'est aussi un record des ichthyosaures, c'est qu'ils vont avoir les plus grands yeux qui n'ont jamais été évolués. Donc ici, vous avez un autre spécimen du Luxembourg qu'on a publié il n'y a pas longtemps. L'auteur principal est une des personnes qui participent aujourd'hui, qui est là dans les spectateurs, c'est Antoine Labourie. Et donc, je vais vous montrer ici une vidéo d'un de ces crânes qui vient donc du Luxembourg. C'est une partie de crâne. Et ce que vous voyez là, les éléments au centre, ces grosses boules, c'est l'œil. Comment est-ce qu'il est préservé? C'est parce que les ichthyosaures vont avoir des os à l'intérieur de leurs yeux. Ils ont un anneau comme ça qui est fait en os, qui est à l'intérieur de l'œil et qui protège non pas l'œil de la compression, mais l'œil de la déformation. Quand on nage très vite, eh bien, il y a une tendance à avoir l'œil qui va en fait se comprimer comme ça, ce qui permet de moins bien voir. Et donc, en ayant cet anneau qui maintient l'œil tout à fait rond, même s'ils vont nager très vite, ils maintiennent leur meilleure acuité visuelle quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert. Et ce qui est très utile, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser ça pour aussi ressortir des données écologiques. Là, vous avez encore un ichthyosaure avec des yeux immenses que j'ai pu décrire il y a quelques années aussi. Vous voyez ici donc un œil vraiment, vraiment géant. Donc là, le crâne, c'est le morceau de crâne, il est à peu près comme ça. Et oui, l'œil va avoir cette taille-là. J'ai mis une comparaison ici, j'ai refait des calculs en prenant la taille moyenne d'un œil humain et l'œil de ces grands ichthyosaures comme Ophthalmosaurus qui sont un peu plus transformés que Stenopterygius, dont on a beaucoup parlé. Donc c'est un œil qui est immensément plus grand, qui est vraiment immense. C'est les plus grands yeux, en tout cas on n'a jamais trouvé d'animaux qui ont évolué des yeux aussi grands que ça. Et là aussi on peut faire en fait à nouveau des calculs et de la physique. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez l'anneau en os qui est préservé à l'intérieur de l'œil et du crâne, eh bien en fait, l'ouverture au centre de cet anneau, ça vous donne la taille que pouvait avoir la pupille quand elle est dilatée. Et donc, si vous avez la taille de la pupille dilatée, c'est comme un appareil photo, vous savez combien de lumière peut rentrer dedans au maximum. C'est l'ouverture d'une caméra d'un appareil photo. C'est vraiment la même chose, ça fonctionne de la même façon. Et donc, grâce à ça, en fait, on peut rentrer ça dans des modélisations et estimer comme ça à quel point un œil qui va avoir telle ou telle ou telle taille peut voir un objet qui va, par exemple, faire ici, dans la partie, vous avez en dessous, un objet qui ferait un demi-mètre, 50 cm, jusqu'à quelle distance on peut le voir à différentes profondeurs. Parce que plus on est profond, moins la lumière du soleil arrive. Et donc, c'est de la pénombre, plus il fait sombre dans l'océan. Donc, il faut des yeux absolument immenses pour repérer des proies, des objets. Grâce à tous ces calculs, ce qu'on peut dire grossièrement, c'est qu'à n'importe quelle profondeur, un ichthyosaure voit 2 fois plus loin qu'un être humain dans le milieu marin. Donc, si vous voyez jusqu'à une certaine distance, l'ichthyosaure, il voit 2 fois plus loin la même chose que vous. Donc, c'est vraiment une acuité visuelle qui est extrêmement grande et qui permet après de chasser toute une série de proies, soit en profondeur, c'est-à-dire quand il y a peu de lumière qui nous vient de la surface, soit aussi dans des zones où il fait un peu plus sombre, où il y a plus de matière turbine, par exemple peut-être proche d'arrivée de rivières, etc. Il y a plus de sédiments, mais aussi les ichthyosaures avaient quand même une acuité visuelle pour voir vraiment très très loin, ou soit repérer leurs proies, ou alors aussi repérer leurs prédateurs et s'enfuir bien à l'avance. Il y a un seul groupe d'animaux qu'on connaît maintenant qui a des yeux presque aussi grands que les ichthyosaures, ce sont les calmars géants. Et d'ailleurs, les modélisations que je vous ai montrées pour les distances de vision, c'est modélisé sur des calmars géants. Donc là, c'est très rare d'avoir des spécimens parce qu'ils vivent extrêmement profond. Là, vous avez un spécimen qui a été remonté. Vous voyez cet œil gigantesque, et bien les ichthyosaures avaient des yeux encore plus grands ou quasiment de la même taille, ça dépend des espèces. À quoi ça sert au calmar géant? On pense que ça lui sert à éviter de se faire attraper par les baleines qui aiment bien les chasser. Donc, ils essaient de les repérer assez loin et de s'enfuir. Ça ne marche pas toujours. Et là, c'est une grande surprise. Un autre super pouvoir des ichthyosaures, c'est d'avoir un cerveau qui va vraiment servir à ce qu'on vient de parler.
On vient de montrer toute une série d'adaptations de leur corps pour la nage et pour la vision. Mais sans grande surprise, on n'a pas toujours leur cerveau qui est bien préservé parce que les ichthyosaures ne sont pas des masses ossifiées. Ce sont un groupe qui ne va pas créer beaucoup d'os dans son crâne. Ils ont des os assez fins en général. Et donc, on n'arrive pas à recouvrir d'os tout le cerveau. Donc, on ne sait pas la totalité de la forme du cerveau des ichthyosaures, on sait juste la partie du dessus et sur le côté. Mais même grâce à ça, on sait dire une série de choses intéressantes, c'est que la partie qui est optique, donc pour les yeux, est très élargie, c'est logique finalement. Et aussi la partie juste derrière, le cérébellum est aussi largement plus grand que pour la moyenne des reptiles. Et donc là aussi, on a probablement une évolution qui permet aux ichthyosaures d'avoir une meilleure capacité de manœuvrer, donc de pouvoir réfléchir rapidement, de tourner comme ça. Si je mets ma nageoire comme ça, je vais tourner dans ce sens-là. Enfin, ils arrivent comme ça à avoir cette intelligence-là. Ce ne sont pas des génies non plus, ils n'ont pas un cerveau immense, mais en tout cas, ils avaient un cerveau qui était vraiment adapté pour être d'excellents nageurs qui se basent sur la vision essentiellement pour s'échapper, pour chasser des choses. Et enfin, le dernier super pouvoir aussi, c'est même si la plupart des ichthyosaures ont souvent une morphologie similaire. Quand vous avez des bouquins pour les enfants, les ichthyosaures, ils sont toujours les mêmes, toujours la même forme. Ça peut paraître un petit peu ennuyant, il y a quand même une diversité de morphologie, mais ce qui est le plus impressionnant pour les ichthyosaures, c'est la diversité de taille. On va avoir des espèces qui vont faire 40-50 cm, notamment au début de l'évolution de ces groupes-là, même parfois encore un peu plus petits, jusqu'à des géants qui vont rivaliser avec certaines baleines. On va avoir des formes comme là, vous voyez où on a vu ma silhouette qui apparaît. Moi, je fais un petit peu moins que 2 mètres. C'est pas, le plus grand n'est pas représenté là, mais certains groupes des chastazouridés vont atteindre 21 à 22 mètres de long. Donc, vraiment des animaux gigantesques qui vont aussi avoir des niches écologiques assez particulières. En plus, ceux-là n'ont plus beaucoup de dents, donc ils attrapaient probablement aussi de grands calmars, etc. C'était encore un peu mystérieux, leur évolution. J'ai juste ici 2 images, ces spécimens de très très grande taille. Vous en voyez un ici à droite, c'est celui qui fait justement ce fossile-là qui fait 21-22 mètres. Tout n'est pas représenté, mais c'est vraiment un animal absolument gigantesque. Et à gauche, c'est une photo de moi il y a quelques années, quand j'avais été dans le sud de la France décrire des restes d'un spécimen d'ichthyosaures du même groupe, Chastazouridés. Et ce que vous voyez à côté de moi, ce qui ressemble à un immense bol, c'est en fait une vertèbre. Elles sont grandes comme ça, elles font entre 19-20 cm de large. On pourrait manger de la soupe dedans ou mettre des chips, tellement que c'est grand. C'était vraiment un animal démesuré. Alors avec ça, on a déjà eu pas mal d'informations. En analysant la forme des os et en couplant ça avec un peu de comparaison avec des formes actuelles ou alors avec de la physique, en analysant la peau qui est préservée, on a déjà toute une série d'indices sur à quoi ressemblaient les ichthyosaures, mais d'autres reptiles marins aussi. On a de la peau préservée, des os préservés sur toute une série d'autres reptiles marins. Donc, on peut faire des inférences assez robustes sur leur façon de vivre. Alors, ce qu'on fait aussi dans mon laboratoire, ce sont des analyses sur des données numérisées, je vais dire ça comme ça. Et ce qu'on fait depuis quelques années, notamment, c'est d'utiliser des appareils qu'on va appeler, ce sont des scanners portables. Donc, ce sont des sortes de, vous voyez, celui à gauche en blanc, ça ressemble à une sorte de gros fer à repasser, et celui à droite aussi, mais il est rouge. Et ça va nous permettre en fait ça, de numériser avec grand détail la morphologie des fossiles. Grand détail, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à une précision de 1/5 de millimètre avec certains de nos scanners. Donc, on voit des grains de sable. C'est la taille des grains de sable, 1/5 de millimètre à peu près. Donc, on a vraiment ce détail-là jusqu'où on peut aller. Donc, on a ici 2 membres de mon laboratoire qui numérisaient des reptiles marins. Vous avez ici à quoi pouvait ressembler le modèle qu'on en a sorti d'un mosasaure, là, pour le coup. Et vous avez ici une vidéo qui va simplement illustrer comment ça se passe. Donc, on a vraiment ce scanner. Et alors, on va le passer comme ça à plusieurs endroits du fossile. Ça va ici, c'est un scanner laser, donc il va envoyer des rayons rouges comme ça, des lasers sur le fossile, ça ne le dégrade pas du tout. Et on va réussir comme ça, on voit à l'écran apparaître en direct le modèle 3D qui se construit peu à peu, et donc on arrive comme ça à numériser de façon extrêmement précise. Et donc on a maintenant, comme on fait ça depuis quelques années, on a vraiment une belle collection
de reptiles marins numérisés. Je pense qu'on en a peut-être 200-300 maintenant, à mon avis. Je n'ai pas refait le compte depuis un bout de temps. On a vraiment, bon, ils ne sont tous pas aussi beaux que ça, mais en tout cas, beaucoup sont très jolis quand même. Et donc, avec ça, on fait quelque chose. Ce n'est pas juste numérisé pour dire, même si c'est très intéressant, on peut en faire des impressions 3D, on peut ça, les montrer au public et dans les travaux pratiques à l'université. Mais ce qu'on fait aussi dans mon laboratoire, c'est qu'on va utiliser ces modèles numériques pour les analyser, faire des analyses dessus sur ces modèles 3D sur ordinateur. Donc là, c'est tout un projet qu'on est en train de boucler maintenant, où on a pu comme ça voyager un petit peu quand c'était encore possible. On a été donc en Australie, à plusieurs endroits en Europe aussi, et à plusieurs endroits aux États-Unis, pour numériser toute une série de reptiles marins. Et alors, une fois qu'on a tous ces modèles-là, on va en extraire toute une série de mesures, de traits morphologiques qui ont tous une importance fonctionnelle, écologique. C'est-à-dire que si la forme du museau est comme ça, c'est que l'animal, en refermant sa bouche, va devoir éjecter beaucoup d'eau, donc ça a des importances sur la façon dont ils vont pouvoir se nourrir. Alors, comment est située la tâche musculaire, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est loin, etc. On utilise comme ça toute une série de mesures qu'on va pouvoir faire pour avoir le signal écologique de ces crânes. Donc, on a mis au point comme ça, il y a quelques années maintenant, on a publié ça en 2020, un protocole pour arriver à analyser la forme de ces crânes et essayer d'en ressortir vraiment le signal écologique et évolutif aussi. Et donc, on s'est servi de ça, mais pour voir vraiment comment vont évoluer certains groupes. Ici, ça, c'est une analyse qu'on a fait sur les plésiosaures. On est en train de mener les mêmes sur les ichthyosaures aussi. Où on voit comme ça, au cours du temps, vous voyez ici le Jurassique, le Crétacé, avec des extinctions, avec les têtes de mort qui vont apparaître à différents moments. Et la position des points dans ces rectangles gris, ça va simplement dépendre de la morphologie. Donc, s'ils sont plus vers la gauche, ce sont des animaux avec des longs museaux, qui sont des spécialistes pour chasser des poissons, par exemple, et ceux qui sont plus vers la droite, ce sont des gros prédateurs qui vont chasser d'autres reptiles marins. Et on voit comme ça, au fur et à mesure des changements climatiques, des changements environnementaux, des extinctions, que parfois, on va perdre certaines morphologies, certaines niches écologiques, et parfois, on va en gagner d'autres. On voit comme ça, grâce à ces méthodes-là, comment les grands changements du monde vont avoir, quelle influence les grands changements du monde marin vont avoir sur la diversité écologique de ces groupes. Et alors, il n'y a pas longtemps, on a démarré un projet similaire aussi sur la forme des dents des reptiles marins, parce qu'on avait plein de modèles 3D extrêmement détaillés. Donc, on s'est dit, on va essayer d'analyser la forme de leurs dents. Vous voyez ici un assemblage de plusieurs dents de reptiles. Des reptiles marins, j'en ai avec moi aussi. Vous voyez que ça peut être très varié. On va avoir des formes comme ça qui sont très pointues, avec des arêtes vraiment tranchantes. On va en avoir des comme ça qui sont des formes des dents toutes rondes, broyeuses, comme ça on pense, et des formes un peu intermédiaires de grande taille, comme ici, qui sont un peu recourbées, mais quand même aussi assez plates au-dessus. Donc, il y a toute une série, on pense, d'indices écologiques qui sont là-dedans. Donc, c'est aussi, ça participe aux analyses, aux tests qu'on va pouvoir faire pour reconstruire l'écologie des reptiles marins. Et on couple ça avec le fait qu'on sait qu'ils mangeaient des choses, en fait, dans plusieurs fossiles, et notamment certains fossiles qu'on va retrouver vraiment dans la région ici, Belgique, Luxembourg et Allemagne, qui sont parfois très bien préservés. On a une partie de leurs derniers repas qui sont préservés. Vous avez en fait l'estomac et l'intestin en pourri, mais ce que ça contenait va rester là. Donc on retrouve, par exemple, des petites écailles de poisson. On va trouver des petits crochets comme ça qui appartenaient aux tentacules de certains organismes comme des sortes de calmars, on va dire ça comme ça. Parfois, on trouve des écailles de tortue aussi, d'autres grands vertébrés. Donc, on a comme ça une idée que ces groupes-là mangeaient une série de choses différentes et on va essayer de voir si on arrive à faire le lien entre ce régime alimentaire et la forme des dents pour faire des inférences aussi sur leur écologie. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment dans mon laboratoire. On a aussi créé toute une sorte de nouvelle méthodologie pour arriver à comparer ces différentes formes de dents de façon automatisée. Donc, on fait quelques petites manipulations, puis après, tout ça va être totalement automatisé avec des comparaisons, avec des régimes alimentaires, etc. Vous voyez toute une série de points verts qui apparaissent, mais c'est automatiquement notre méthode va réussir, ça devrait s'afficher à un moment aussi, à échantillonner la morphologie de ces dents-là de façon extrêmement précise. Voilà, vous avez ici donc ces dents-là. Donc ça, c'est fait vraiment automatiquement par ce qu'on a créé sur l'ordinateur. On va avoir tous ces points qui vont se passer sur la surface de la dent et on va pouvoir les comparer pour voir à quel point elles sont différentes les unes des autres et si c'est lié ou non à des régimes alimentaires distincts.
Donc voilà certains des résultats de ces choses, de ces analyses. En cours, on voit qu'en fait, on a des grandes différences de morphologie. Vous voyez certaines dents qui sont très bulbeuses, certaines dents qui sont très pointues, certaines qui sont tranchantes, d'autres non. C'est des grandes variations de taille. Et donc, on se sert de ça, plus des régimes alimentaires, pour arriver à faire des inférences écologiques. Donc, par exemple, ici, si je reprends à nouveau des organismes qui vivaient au Luxembourg, et au Jurassique inférieur, on a retrouvé des Eurinosaurus, on a retrouvé des Tenotosaurus aussi au Luxembourg. Eh bien, on peut maintenant dire que grâce à la forme de leurs dents, on arrive à directement la lier avec un régime alimentaire particulier. Et on voit que souvent, ces formes de dents, elles sont aussi liées à des morphologies de crânes différentes. Donc, tout ça se corrobore et nous permet d'arriver à dire comme ça que des formes comme Eurinosaurus chassaient vraiment des tout petits organismes, comme des tout petits poissons, des tout petits calmars. Stentorhynchus aussi, d'ailleurs, a vraiment des dents fort similaires. Ils disent que des géants comme Temnonotosaurus vont avoir des dents très tranchantes, très pointues, et vont, eux, être les grands prédateurs qui vont chasser d'autres vertébrés, qui vont être les animaux au sommet des chaînes alimentaires. Et avec ça, j'étais un peu plus rapide que ce que je pensais, mais finalement, c'est pas mal, comme ça, on aura pas mal de temps pour discuter. Donc, je veux d'abord remercier immensément le Nature Musée pour m'avoir invité et d'ailleurs m'avoir reçu plusieurs fois et toujours avec une immense sympathie et avec une grande qualité. D'ailleurs, donc je remercie notamment mes collègues et amis Bentui et Robert Weiss. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, à aller visiter l'expo Lost Ocean qui est vraiment fantastique. Je trouve que c'est extraordinaire, pas parce que j'y ai participé, mais parce qu'elle est vraiment super bien faite et ils ont vraiment fait un boulot extraordinaire sur les reptiles marins. Je n'ai jamais vu une expo de cette qualité, c'est vraiment génial. Il y a toute une série d'autres projets qui sont en cours pour valoriser aussi l'héritage géologique, notamment la minette, qui sont ces dépôts métalliques qui ont une grande importance pour l'activité économique aussi, et donc qui sont aussi encore pas mal préservés, pas loin de Luxembourgville, ou en bordure aussi, à plusieurs endroits dans le Luxembourg. On a d'ailleurs retrouvé aussi pas mal de fossiles dedans, on a fait un papier dessus, donc c'est aussi intéressant d'un point de vue paléontologique, donc soyez sûr aussi de vous informer là-dessus et de voir les activités qui sont proposées. Et alors, pour terminer, parce que j'avais dit que je le ferais aussi, je tiens à remercier Pascal Godefroy, n'est autre que mon promoteur de thèse de doctorat. Donc, quand j'ai fait ma thèse, j'ai terminé en 2013 maintenant. C'est lui qui m'a guidé dans le monde des ichthyosaures, qui m'a fait découvrir tout ça et qui a aussi largement contribué à la paléontologie de ces reptiles-là du Luxembourg. C'est lui qui en a décrit énormément. Il a vu plein de spécimens du Luxembourg, il les a décrits avec grand détail, il les a aussi identifiés. Donc, c'est vraiment une bonne partie des choses que j'ai montrées ici. Et chaque fois que je vais mentionner des reptiles du Luxembourg, des reptiles marins du Luxembourg, tout ça, finalement, ça part notamment des travaux excellents de Pascal Godefroy. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous remercier à vous pour votre présence. Et eh bien, je pense qu'on va pouvoir peut-être discuter maintenant de toute une série de choses. Je suis à vous. Merci beaucoup. Un grand merci, Valentin, pour cette excellente conférence qui fait un peu regretter qu'on ne trouve plus des ichthyosaures aujourd'hui dans les mers. Donc, comme j'avais proposé au début de la conférence, s'il y a des questions, n'hésitez pas à montrer la main. On va vous donner le micro, voix haute. On va vous passer la caméra aussi, de façon à animer une belle discussion. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Je vais peut-être commencer avec une question. Bon, avec plaisir. Les fossiles ou les découvertes fossiles que vous avez faites, c'est probablement très riche, mais est-ce qu'il y a vraiment une découverte, vous dites, voilà, c'est vraiment la découverte qui m'a impressionné le plus, qui m'a, comment dire, guidé un peu plus ou le plus dans mon suivi professionnel ou du choix de la profession, du métier de paléontologue? Ah oui, c'est vrai que le choix de la profession, ça remonte à très très loin pour moi. C'est quand j'avais 6-7 ans à peu près. Et c'est grâce à quoi? C'est vraiment ce qu'on parlait au début, et c'est pour ça que c'est important, c'est grâce à des visites au Muséum d'histoire naturelle à Bruxelles. C'est vraiment là que j'ai vu ces fossiles d'iguanodons. Il y avait aussi déjà pas mal de beaux mosasaures qui étaient présentés. Et c'est vraiment grâce à ça que ça m'a donné l'envie. Et puis peu de temps après,
eh bien, est arrivé Jurassic Park, ce qui m'a en fait permis d'avoir plein de jouets, de bouquins sur les dinosaures aussi, donc ça a pu se maintenir comme ça. Pour l'aspect plutôt professionnel des découvertes, j'en ai pas trouvé beaucoup moi-même. Je suis pas un très bon découvreur de dinosaures, malheureusement. J'en ai trouvé quelques-uns, mais ils étaient à chaque fois très moches. J'ai quelques vertèbres et pas plus que ça. Mais vraiment des spécimens que j'ai pu décrire et découvrir des nouvelles espèces. Donc vraiment les décrire comme étant des nouvelles espèces, c'est vrai que c'est quelques spécimens en Russie, des choses vraiment bizarres, extraordinaires qu'on a pu trouver là-bas depuis maintenant, je collabore là-bas depuis 2011. Et la plus extraordinaire, c'est quelque chose que j'ai décrit en 2017, c'est un pliosaure avec un crâne qui fait à peu près 1 mètre 70, avec un long museau qui a des dents comme ça qui pointent vers le dessus, donc qui pourrait prendre se griffer entre eux, enfin, c'est tout à fait bizarre. Et ça, c'est vrai que c'était tout à fait inattendu, un animal vraiment extraordinaire qui s'appelle l'uscan, on l'a appelé ça comme ça. Mais l'intérêt est partout finalement, et on a des choses aussi plus locales qui sont peut-être moins bizarres, mais qui révèlent toute une série de choses sur les environnements du passé, les extinctions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Comment les extinctions du passé vont tordre et modifier la biosphère et la biodiversité des animaux. C'est vraiment ça que j'aime bien faire. Mhm. Voilà quand même une question dans le chat. Ah oui. Une question d'Anas Gebel. Il existe un fossile d'ichthyosaure assez célèbre où on voit un juvénile sortir d'un adulte. Et monsieur dit qu'il a entendu qu'il ne s'agissait pas d'une naissance. Pouvez-vous en dire plus? Oui, mais c'est un fossile que j'ai montré au tout début. C'est là où on voit vraiment comme le bébé qui est juste à moitié sorti. Donc ça, c'est vrai que c'est la vision romantique de ce fossile, c'est que la maman est morte en donnant naissance. Probablement que ça s'est passé de façon moins chouette que ça, c'est-à-dire que probablement que la maman est morte quand le petit n'était pas corné, et ce sont les gaz de putréfaction qui ont sorti le fœtus mort, donc c'est beaucoup moins drôle. Ce n'est probablement pas une naissance, effectivement, mais ça donne une autre vision de la taphonomie, c'est-à-dire c'est comment les fossiles peuvent se préserver à partir d'un organisme mort. Il y a aussi toute une série le rôle de la putréfaction est crucial pour comprendre comment les fossiles se forment, effectivement. C'est un peu ce qu'on montre également dans l'exposition Lost Ocean, en fait, comment au fond de la mer, les fossiles se forment, en quelque sorte. Il y a une levée de main de monsieur Simon Gorgen. Je vous passe la parole. Monsieur Gorgen, dir Schwatzen. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. Très bien, très bien. D'accord. J'avais une petite question vis-à-vis de la nageoire des ichthyosaures. Ils ont une nageoire donc hétérocerque comme les requins, sauf que le lobe où se trouve la colonne, c'est l'autre lobe, c'est le lobe du bas. Et je me demandais, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer? Ça, a priori, on ne pense pas qu'il y a vraiment une raison pour que ce soit fonctionnellement plus intéressant. On pense que la raison, c'est plutôt la façon dont sont organisées et agencées les vertèbres des reptiles. C'est vrai que si on regarde tous les reptiles qui vont devenir aquatiques et qui vont développer une nageoire caudale, c'est systématiquement la même chose. Sur les vertèbres qui vont plonger vers le bas. Pourquoi? Parce que les vertèbres des reptiles vont avoir au-dessus des vertèbres, au-dessus de ces disques, on va avoir une sorte d'arc avec des petites pointes comme ça. C'est ce qu'on appelle l'arc neural. Et en fait, c'est plus difficile et vont vite s'entrechoquer si ça se plie dans l'autre sens. Donc, il est plus simple, évolutivement, d'avoir des petites modifications comme ça qui vont les tordre vers le bas. Donc, on pense que c'est la raison, c'était plus simple à évoluer, donc c'est ce qui s'est passé la plupart du temps. Mais on n'a jamais pu démontrer que c'est vraiment un gain fonctionnel et que c'est mieux ou moins bien que d'avoir le lobe du dessus qui est un peu plus rigide. D'accord, merci. Avec plaisir. Une question de Valentin Jamard. Étant donné que les ichthyosaures étaient de grands organismes qui, lorsqu'ils mouraient, tombaient sur le fond marin, est-ce que c'est comme chez les baleines actuelles, il y a des phénomènes d'explosion post-mortem suite au gaz de décomposition? Oui, probablement. Mais malheureusement, on ne le saura pas parce que ces organismes-là ne seront pas fossilisés.
quand on peut avoir l'explosion, notamment, si c'est dans le fond de la mer, la pression de l'eau va empêcher d'avoir une explosion. La pression du poids de l'eau, je vais dire, va l'empêcher. Si, par exemple, ils sont échoués, qu'ils vont pourrir, là, c'est possible que ça gonfle et que ça explose. Comme ça, il existe des vidéos où des gens arrivent avec un picot comme ça sur la baleine, et ça gicle de viande à moitié pourrie partout. Mais ceux-là ne feront pas de foncier parce qu'ils sont sur la plage à moitié cassés. Par contre, ce qui est absolument crucial et qu'on sait, qui est tout à fait similaire aux baleines, c'est que les carcasses de grands reptiles marins qui vont tomber sur le fond vont devenir un lieu rempli d'animaux. Ça devient une zone où plein d'organismes vont vivre. Et ça, c'est aussi retranscrit dans l'exposition, c'est qu'on voit plein d'organismes qui vont venir sur ce cadavre et se nourrir de petits morceaux de viande, de cartilage, etc., pendant même parfois des années. Sur les baleines qui tombent sur le fond de la mer actuellement vont supporter tout un écosystème pendant plusieurs années. Et donc, périodiquement, comme ça, il y a des baleines qui tombent parce qu'elles sont mortes, et donc les organismes vont bouger vers la suivante, vers le cadavre suivant, et donc vont vraiment maintenir une diversité particulière. Il y a même certaines espèces d'animaux qui vont forer les eaux, qui sont quasiment inféodés à ce mode de vie-là. Et donc, il existe certains fossiles, pas tant que ça, mais il y a certains fossiles de reptiles marins qui montrent ces traces-là, donc qui montrent des traces d'usure d'animaux qui sont venus gratter vraiment la viande dessus, de ces organismes qui vont aussi perforer les eaux. On retrouve ça fossilisé, donc ça veut dire que cette façon de faire, donc les grands organismes marins servaient aussi tout un écosystème sur le fond des mers, c'est quelque chose qui probablement est vrai depuis, probablement le Trias, peut-être depuis 200, 240, 230 millions d'années, on a des grands animaux marins, donc probablement que cette structure-là, cette vérité écologique maintenant, elle est vraie depuis très longtemps, probablement, et grâce aux reptiles à ce moment-là, et grâce aux mammifères maintenant. Merci. Il y a encore, pour le moment, il n'y a pas de nouvelles questions. Je ne vois pas de levée de main. Alors, je pense que toutes les questions ont été... il n'y a plus de questions, ce qui est normalement bon signe d'une conférence qui était tout à fait claire, je suppose. Donc, il nous reste à Ben et à moi-même de vous remercier pour votre exposé, du temps que vous avez consacré pour nos spectateurs ce soir. Un grand merci. Donc, voilà, oui, c'était très clair et très Merci intéressant. beaucoup. Je pense que tout le monde se rejoint à cet avis. Donc, il nous reste à vous remercier de tout cœur pour votre exposé. Je rappelle encore que l'exposition Lost Ocean, elle est toujours ouverte, donc jusqu'au 29 mai, avec tous les mardis, on a l'ouverture, on fait le Lost Ocean Lab. Vous pouvez donc rencontrer en direct des paléontologues qui travaillent en vrai au sein d'une exposition. Et toujours à 6 heures, en fait, les mardis, c'est toujours une ouverture plus longue. On est ouvert jusqu'à 8 heures, donc avec entrée gratuite à partir de 5h30 et une visite guidée, donc par un expert paléontologue à 6 heures, donc gratuite évidemment aussi. Donc, vous êtes cordialement invités à passer. Aussi, je pense, ce qui pourrait intéresser certainement plusieurs personnes, on propose également des excursions avec nos paléontologues qui, pour que je ne me trompe pas de date, c'est Ben qui va me corriger, je crois que c'est le 10 avril et le 29 mai, ça va être encore annoncé sur nos réseaux. Oui. Donc, vous pouvez vous inscrire et pour partir donc en exploration paléontologique avec les paléontologues du musée. Donc, stay tuned, comme on dit. Et voilà. Et je vous souhaite une très, très bonne, excellente soirée encore. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.